Merci, bonjour. Je m'appelle Élise Turquin, je travaille à CIPRA France. Je vais vous parler aujourd'hui des alpages et de la relation entre services écosystémiques et alpages. Alors, contrairement aux présentations précédentes, je ne vais pas du tout vous faire une présentation scientifique. C'est plus du coup le partage d'une réflexion en cours qui s'appuie sur des projets de recherche, de la documentation sur cette thématique. Récemment, un projet finalisé par CIPRA International sur les enjeux de coadaptation entre l'homme et le loup dans la région alpine, mais également d'une expérience personnelle, d'un investissement personnel dans des associations de pastoralisme et une petite pratique en tant que bergère, mais également en tant que pratiquante de la montagne. Alors, les espaces pastoraux, plus spécifiquement les alpages, donc, sont des espaces, des pâturages de haute montagne. En France, ils représentent à peu près 16% de la superficie au niveau des Alpes, du massif alpin français, donc une surface conséquente. Ce sont donc des espaces qui sont occupés l'été notamment par les troupeaux, mais également donc, qui sont fréquentés par différents pratiquants de la montagne. Donc, à ce titre-là, et sans évoquer l'ensemble des services écosystémiques auxquels ces espaces peuvent répondre, ils répondent notamment à deux grands services écosystémiques. Tout d'abord, une fonction de ressources, donc la question de l'alimentation, la fourniture de ressources, qui est avant tout la ressource en herbe, donc notamment pour les brebis ou les bovins qui vont pâturer ces espaces-là, mais également, et de plus en plus, ils remplissent une fonction écosystémique, service écosystémique social, socio-culturel, avec une pratique de la randonnée, mais également de loisirs très diversifiés qui augmentent. On l'a vu tout à l'heure encore, et avec les confinements ou l'été dernier, et sans doute cet été aussi, un désir quelque part accru et une pratique accrue de ces espaces-là. Aujourd'hui, ces espaces, pour les pratiquants des montagnes, surtout les personnes qui ne sont pas forcément familières de ce milieu montagnard, ça évoque souvent ce type de paysage. Des espaces de liberté, une nature sauvage. On va souvent, dans ces espaces-là, chercher de la détente ou du loisir. Donc, il y a beaucoup de représentations qui sont fortement associées à ces paysages. Et quand on va en montagne et qu'on imagine ça, souvent, on peut anticiper, imaginer, aller camper, pourquoi pas faire un feu, aller se promener avec son chien. Donc, tout type de projection et souvent une association forte avec cette notion, quelque part, de liberté. Non, je suis pas dans le bon sens. Or, ces espaces, la réalité dans ces espaces est parfois un peu différente. Donc effectivement, on peut se retrouver sur des situations avec énormément de fréquentation, donc le calme, le silence qu'on recherchait risque d'être plus difficile. Au-delà de ça, sans forcément le savoir, mais il y a beaucoup de parcs ou de réserves naturelles qui vont contraindre les usages. Donc venir avec son chien, par exemple, peut être interdit. La question d'aller cueillir des fleurs, de bivouaquer, peut être également fortement contraint. Mais également, et de plus en plus avec la réapparition des loups dans les Alpes, le risque pour beaucoup de pratiquants de ces espaces de croiser ces magnifiques toutous qui sont souvent un petit peu moins avenants en randonnée, qui sont donc les chiens de protection de troupeaux et qui créent de plus en plus de situations très conflictuelles au sein de ces espaces pastoraux. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a souvent un décalage entre, d'une part, la perception qu'on peut avoir de ces espaces-là, les représentations qu'on se fait, et les réalités, au risque de créer énormément de dissensus, de tensions et, in fine, de conflits. Sachant que, donc, au-delà de trouver ces chiens qui souvent viennent contraindre la pratique de loisirs qu'on aura de ces espaces-là, parce qu'il va falloir contourner le troupeau, parce qu'on va venir se faire agresser par les chiens notamment, elles sont très présentes et ça
quelque part, il y a une image un petit peu négative du pastoralisme qui peut être associée, avec notamment effectivement des problèmes avec les troupeaux, les chiens de protection, des reproches aussi concernant la question du surpâturage ou du surpassage, donc un impact négatif sur la biodiversité qui va détruire, contre le sauvage et contre le loup ou les loups notamment, donc des représentations souvent un peu négatives qu'on peut avoir du pastoralisme. Dans un même temps, en France notamment, oui, on a une culture très forte. Ces produits sont valorisés par la laine, les fromages qui sont très appréciés, bien entendu la viande, les fêtes pastorales. La dimension du berger est très présente dans la culture pastorale et souvent très appréciée. Donc il y a une sorte un petit peu de paradoxe, d'interpellation paradoxale vis-à-vis du pastoralisme et notamment de la pratique en alpage. Et la réalité, donc les acteurs finalement s'accordent tous pour dire qu'il y a un enjeu réel de communication entre les acteurs pour essayer de dépasser ces situations conflictuelles. Dans la mesure où ce qu'ils identifient avant tout comme facteur clé, c'est le manque de connaissances finalement, d'interconnaissance entre les différents acteurs. Et les représentations fortes qui sont associées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des paysages de montagne qui ne sont pas aussi sauvages qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire que c'est une pratique millénaire du pastoralisme notamment qui a pour partie façonné ces espaces-là. Et cette biodiversité, ces espaces souvent considérés comme sauvages, le sont beaucoup moins qu'il ne peut y paraître, c'est-à-dire qu'ils ont été façonnés par l'homme. La biodiversité présente dans ces espaces-là a également été favorisée par l'homme, qu'elle soit plutôt positive ou négative, il y a beaucoup de débats à ce sujet-là. Ça c'est souvent effectivement relativement ignoré. Les montagnes, par exemple, souvent cette idée collective qu'elles appartiennent à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Et les acteurs du pastoralisme sont beaucoup plus contraints qu'il n'y paraît. Donc sur un espace pastoral, on va tout d'abord avoir effectivement, par exemple, donc, les alpages qui sont ici représentés. Ces alpages-là, les éleveurs vont payer pour aller sur ces espaces-là. Ces espaces sont des propriétaires également. Souvent, il y a également des fois, par exemple, des mesures agro-environnementales qui vont être présentes et qui vont contraindre la pratique du pastoralisme notamment. Il peut y avoir également des échelons supérieurs avec des plans pastoraux où les acteurs vont s'organiser pour essayer de mieux gérer ces espaces pastoraux. Les éleveurs vont avoir des contraintes en termes de pâturage. Il va y avoir énormément de dispositifs légaux qui vont venir se superposer et quelque part contraindre les pratiques de l'usage pastoral. Donc il y a vraiment un contraste entre la représentation où les éleveurs quelque part font ce qu'ils veulent, les brebis, cette idée de liberté, qui dans les faits est fortement contrainte. Plus largement aujourd'hui, avec la réintroduction du loup et la présence de chiens de protection, souvent il y a une méconnaissance du milieu pastoral plus largement, et du fait finalement que, par exemple, les chiens de protection n'appartiennent pas aux bergers et qu'on n'a pas prise dessus. Tout un écosystème pastoral qui fait que souvent des représentations un petit peu parfois erronées de la réalité vont conduire in fine à des situations potentiellement conflictuelles dans la mesure où les acteurs ne mettent pas les mêmes choses derrière les mêmes objets. Donc face à ça, un enjeu de communication relativement fort qui est identifié, qui commence à se mettre en place avec différents prospectus, des panneaux pour alerter quelque part les randonneurs et les différents usagers sur les comportements à apporter et une meilleure connaissance de ce qu'est le milieu pastoral, la pratique pastorale. Mais plus largement, au-delà de cet enjeu de communication, c'est peut-être plus des enjeux d'interconnaissance, pas simplement communiquer des bonnes pratiques, mais apprendre à mieux connaître l'autre et également ses contraintes qui sont aujourd'hui en jeu, avec peut-être, au-delà de l'idée de la communication, d'autres actions à développer qui sont des rencontres, par exemple, avec les bergers, où on peut apprendre un petit peu plus sur la vie en alpage, ou peut-être plus largement, par exemple, l'existence de médiateurs pastoraux qui, sur place, vont pouvoir informer sur la présence des troupeaux, mais plus largement sur les services rendus par le pastoralisme en termes de biodiversité, d'ouverture des paysages notamment. Donc voilà, au-delà de la communication, il y a vraiment un enjeu d'interconnaissance relativement fort. Et au-delà de l'enjeu du maintien quelque part de la biodiversité et de la gestion de la biodiversité,
se pose aussi dans ces espaces, et sans doute dans beaucoup d'autres, la question quelque part de la gestion de la sociodiversité. Voilà, peut-être pour parvenir à une forme de socio-système, à l'instar d'un écosystème, essayer peut-être de retrouver un équilibre au sein d'un socio-système, et qui serait finalement l'articulation des acteurs et le partage d'un même espace et de mêmes ressources. Je vous remercie, je m'excuse d'avoir été un peu longue.